De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Si vous voulez un café, il y en a à côté, hein. Bonjour Strasbourg, bonjour le monde, chers auditeurs et auditrices. C'est toujours un plaisir de vous accueillir chez nous dans notre émission de Strasbourg et d'ailleurs, si merveilleusement hébergée sur RBS 91.9. Cette parole étrange en ce début d'émission a été une parole saisie au vol lors de la journée de lancement des assises sur la place de l'étranger dans la cité. Un travail qui va couvrir ces prochains mois pour faire un état des lieux, des freins et des leviers pour l'accueil des étrangers dans la cité. De quoi de mieux pour accueillir que de vous proposer un café et un temps autour d'une tasse pour parler et découvrir l'autre, celui ou celle qui peut nous sembler étrange puisqu'on ne le connaît pas. Mais l'étrangeté s'arrête là, autour de ce café, puisque avec quelques mots on fait connaissance, on sympathise, on fraternise. Si le café est bon, si l'accueil est bon, la rencontre se fait. Mais il existe encore trop souvent des places où l'accueil ne se fait pas, où le café est trop amer, trop froid ou même inexistant. Pourtant, si on veut donner une place à l'arrivant, il faut créer de tels espaces. Des espaces ouverts, pour que la particularité de chacun et de chacune puisse s'exprimer et pour que l'on puisse construire ensemble le monde de demain. Ainsi, on peut se demander si notre avenir se joue dans la préservation d'une culture élevée à un rang de sacralité ou dans l'enrichissement que provoque l'ouverture à d'autres manières de concevoir le monde. C'est aussi ce problème posé par Irina Guidikova, qui pilote le programme des cités interculturelles du Conseil de l'Europe et que nous avons enregistré lors de son intervention hier matin à l'hôtel de ville de Strasbourg. Et du coup, nous allons tout de suite vous passer cet enregistrement. Je ne cache pas qu'au début, j'étais un peu interpellée, Madame Stajar aussi, par le titre que vous avez donné à votre rencontre, à la place de l'étranger, même avec des guillemets. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué, c'est vrai que je participe à ce type de rencontre un peu partout à l'Europe. Et de moins en moins, on entend la notion de l'étranger. Déjà, le langage est en train de changer. Un exemple, à la ville de Neuchâtel, au canton de Neuchâtel, le responsable politique qui s'occupe des questions d'intégration, d'inclusion et de diversité était appelé le conseiller à l'étranger, et maintenant il s'appelle le conseiller interculturel. Parce que la notion même de l'étranger porte quelque chose une espèce de jugement, une séparation, une division entre nous et eux, qui quelque part empêche d'imaginer, donc de se projeter dans un avenir où il n'y a plus lieu de penser en termes d'étrangers et de non-étrangers, d'autochtones. Dans un avenir où, je le disais l'autre jour à une autre réunion, la mobilité humaine soit devenue non seulement un droit, mais quelque chose de l'ordre naturel et qui serait peu pensé comme une exception ou quelque chose qui mérite même à s'arrêter dessus parce que tellement c'est naturel. Et qu'est-ce que l'étranger signifie au sein d'un dialogue et d'une pratique urbaine, locale? A priori, l'étranger, ça signifie quelqu'un qui n'a pas la nationalité. Et la nationalité est définie par l'État. Donc c'est quelque chose de ressort de l'État qui a le droit de devenir citoyen ou pas, qui a le droit de voter ou non. Et c'est pour ça que je pense qu'au niveau d'une ville, le terme d'étranger n'a pas tellement lieu d'être. Là se jouent d'autres dynamiques. Je ne pense pas des dynamiques liées à la nationalité, mais des dynamiques liées à la culture, aux représentations, aux relations. Et je pense que votre dialogue devrait aboutir, peut-être, j'espère, à un moment donné, à dire comment on trouve d'autres termes, comment on trouve d'autres moyens d'exprimer cette relation qu'on est en train d'essayer de créer, pour qu'on ne pense plus en termes d'étrangers et d'autochtones, parce que finalement, tout le monde, la plupart des gens ont des origines d'ailleurs.
surtout à Strasbourg, d'ailleurs, une ville frontalière, une ville qui a accueilli tellement de gens à travers des siècles. C'est difficile à dire qui est étranger et qui est autochtone. Quand on commence à être autochtone, puis une ville tellement européenne et ouverte, il faut s'interroger sur la terminologie. Je pense qu'il est tellement important que le processus de conception de ces nouvelles notions de relation entre nous et eux, entre comment on s'imagine et comment on travaille au quotidien avec les gens venus d'ailleurs, ou les nouveaux arrivés. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit surtout. S'inscrire dans une dynamique participative. Et ça, c'est vraiment le grand avantage de Strasbourg par rapport à d'autres villes qui sont membres depuis beaucoup plus longtemps, d'ailleurs, du réseau de conseil d'Europe des villes interculturelles, maintenant plus de 120 villes, 126 pour être plus précis, du monde entier. Il y a peu, finalement, qui ont fondé la construction de leur politique de diversité et d'inclusion sur une dynamique participative. Je peux penser à San Sebastián, en Espagne, qui est déjà une ville qui se manifeste comme une ville de droits de l'homme et qui a fondé sa démarche d'inclusion sur les principes de droits de l'homme, quelque chose qui est évidemment très recommandé. Et c'est aussi, si vous voulez, la nature conceptuelle du site interculturel. Mais aussi, ils ont su créer des vraies plateformes de participation citoyenne, à la fois face à face, comme ici, mais aussi numérique, pour élargir le débat et le rendre permanent au plus grand nombre. Idem, la ville de Messine, en Italie, a créé des structures et des plateformes de participation permanente, notamment dans le cadre de la réaménagement urbain, mais pour vraiment inclure les gens de toute origine, et de toute origine sociale aussi culturelle, dans ce processus de repenser et reconceptualiser la ville dans ses murs, si vous voulez, dans le dur. Et c'est très important parce que l'espace public, la conception même de la ville est quelque chose qui renvoie des notions, qui renvoie de la façon dont on voit les relations entre les gens, entre les classes sociales, entre les groupes culturels. Je reviendrai plus tard, mais dans le cadre de la notion d'inclusion interculturelle, la problématique de ségrégation ou non-ségrégation urbaine est extrêmement centrale. Il faut dire en ce moment que Strasbourg n'est pas la seule ville française du réseau des villes interculturelles. Lyon et Paris en font partie aussi. Et la problématique de qu'est-ce que ça veut dire l'interculturalité au sein de la culture française, de la tradition politique française, de la doctrine républicaine française, et au centre des débats et politiques et à la fois publics dans ces autres villes, et je pense que ça peut-être le deviendra aussi dans notre contexte. Parce qu'en France, il y a une tradition forte, comme vous le savez beaucoup mieux que moi, de la doctrine républicaine, qu'on appelle souvent une doctrine assimilationniste fondée sur la citoyenneté, qui aspire à la non-discrimination complète, mais qui a parfois des lacunes dans la réalisation effective de la non-discrimination et de la non-ségrégation. La ville de Paris a travaillé en profondeur, mais dans un processus politique sur ces questions. Le Conseil de Paris, il y a 1 an et demi, 2 ans, a mis en place une mission d'évaluation qui a interrogé presque 100 personnes pendant 16 séances constitutives. Donc, un groupement du Conseil de Paris a interrogé une dizaine d'adjoints en maire, tous les directeurs de services, des philosophes, des gens de la société civile, des professionnels de toutes sortes. Ils ont aussi été en contact à travers nous, ils ont interrogé la ville de Lyon et Barcelone. Et ça a abouti à un grand rapport, énorme d'ailleurs, Paris, une ville interculturelle avec 100 préconisations
dont la plus importante de développer une stratégie interculturelle de la ville de Paris. Et il y a beaucoup de questions qui sont passées en revue. Je vous invite à lire parce que c'est quand même intéressant. Ça peut peut-être porter des notions intéressantes pour Strasbourg. Mais, contrairement à Strasbourg, il n'y a pas eu un processus participatif citoyen. Et je trouve que c'est pour ça que votre démarche est intéressante et certainement fructueuse, parce que vous allez sortir, à mon avis, de la boîte, de la pensée. Vous allez pouvoir aller plus loin, j'en suis persuadée, et devenir certainement exemple pour les villes françaises, mais aussi de l'étranger. Il y a des villes, je vous donnerai peut-être 2 ou 3 exemples des villes qui ont fait des actions similaires pour mobiliser les citoyens. Je pense notamment à la ville de Neuchâtel, ou plutôt ça s'est joué au niveau de cantonal en Suisse. Le canton de Neuchâtel organise tous les 2 ans une grande campagne populaire sur la diversité culturelle et différents aspects problématiques qui se posent à ce sujet, par exemple comment les jeunes vivent la diversité culturelle ou bien les questions interconfessionnelles ou interconvictionnelles. Et ces campagnes sont non seulement extrêmement larges en termes de participation. Donc le canton de Neuchâtel a à peu près 150 000 habitants et dans les campagnes, on voit qu'à peu près 100 000 personnes participent parce que ça se fait à travers un nombre infini d'actions dans les écoles, dans les entreprises, dans les universités, dans les musées, dans les restaurants, enfin tout le monde participe. Donc c'est une mobilisation extrêmement forte qui fait en sorte que les résultats après sont super intéressants et les résultats ont pu être mesurés assez bien parce que par exemple la première campagne qu'ils ont menée il y a quelques années venait tout de suite après une votation, donc un référendum cantonal sur le droit des étrangers, de non-citoyens donc, à être élus. Parce que le canton de Neuchâtel est peut-être le premier en Europe ou dans le monde de donner le droit actif de vote. Bon, le droit de vote aux étrangers, c'est en 1860 et quelques. Mais il n'y avait pas le droit de se présenter. Et donc, dans la fin des années 90, en 2000, il y a eu une initiative publique, populaire, pour donner ce droit de vote. La première fois, le référendum a échoué. Le droit de vote n'a pas été donné. La ville a organisé sa première campagne de très grande échelle, très créative d'ailleurs aussi, avec des actions vraiment de tout style. Et le référendum a été répété et cette fois il a été positif. Et les campagnes successives se sont menées soit à l'issue des, comme vous le savez, des attaques terroristes en Europe qui ont commencé à créer de grandes interrogations sur l'islam, les relations, la place des musulmans, etc. Donc le Châtel s'est emparé de cette problématique et des sondages d'opinion après ont montré que vraiment les perceptions ont beaucoup évolué, les peurs se sont beaucoup atténuées. Donc ça marche. Mais il ne faut pas que ce soit construit comme une campagne de propagande, mais que ce soit vraiment un processus participatif et de bottom-up, de bas en haut. L'autre exemple que je voulais vous donner, c'est la ville de Barcelone. Barcelone, c'est peut-être la ville par excellence, la ville interculturelle primordiale. Je dirais que c'est presque elle qui a inventé le terme, la ville interculturelle, avec ses successifs plans interculturels d'intégration des migrants, de créer une ville intégrée. Et ces plans, donc ces stratégies politiques, ont été créées suite à des consultations de différents types, évidemment au niveau politique, au niveau des associations, au niveau des quartiers, donc des groupes, focus groups, des groupes de réflexion au niveau de tous les quartiers, mais aussi des consultations en ligne. C'était une des premières consultations en ligne, d'ailleurs, en 95-98, avec des questions simples
questions très précises. Donc, dans toutes ces consultations, il y avait exactement la même question, très large. Quelle est la place des étrangers dans la ville? Est-ce qu'elles enrichissent? Est-ce que c'est une source de problèmes, etc. Quels sont les grands problèmes que vous voyez? Quels sont les grands enjeux? Et par une analyse de narratif, de texte automatique, ils ont vraiment su aussi tirer les conclusions, les thèmes qui revenaient souvent par ces consultations en ligne. Et toute cette matière a après nourri le développement des plans successifs interculturels qui couvrent, et ça c'est quelque chose que toutes les villes interculturelles membres du réseau sont invitées à faire, couvrent tous les grands domaines de politique publique urbaine, l'urbanisme, la culture, le sport, l'éducation, le logement, le marché d'emploi, etc. Donc c'est pour illustrer un peu l'utilité de ce type de démarche participative qui n'est pas un but en soi. Il est aussi un but en soi pour se rencontrer, pour créer le lien, créer des relations, rendre visibles ceux qui, eux, œuvrent dans le quotidien pour construire une ville inclusive, mais c'est aussi un but de rendre les politiques publiques plus justes, plus efficaces, plus durables et plus inclusives. Je pense que Strasbourg ne démarche pas aujourd'hui d'ailleurs par une page blanche, parce qu'il y a eu pendant des années plusieurs manifestations auxquelles j'ai participé, et certainement beaucoup d'autres dont je n'ai pas connaissance, sur comment construire la ville de la relation. Je me souviens même d'une conférence internationale qui portait ce titre. Beaucoup de ces événements s'adressaient aux professionnels de la culture, et ça je pense que c'est une spécificité française d'aborder beaucoup les sujets qui fâchent, les sujets de différence, de diversité, d'exclusion à travers les actions culturelles, par le regard des professionnels de la culture. Ça peut apporter beaucoup. Évidemment, ce n'est pas le seul angle par lequel il faut aborder ces sujets. Et donc, je pense que ça va continuer, non seulement dans ce format, dans le format de groupe de travail, mais certainement aussi par des biais, effectivement, de manifestations culturelles, éducatives, etc. Mais qu'est-ce que l'interculturalité, ce terme que j'emploie constamment, signifie-t-elle? Je ne vais pas aller dans une grande présentation de fond, parce que je n'ai pas le temps et c'est peut-être pas le bon moment, mais je vais juste donner quelques mots clés. La diversité conjugue trois grands principes. Donc l'interculturalité comme approche politique de la diversité conjugue trois grands principes. La diversité, l'égalité et l'interaction. Pourquoi ces trois grands principes? Parce que la diversité est non seulement une donne naturelle des sociétés humaines, on est divers par plusieurs critères, évidemment non seulement l'origine, la langue, le genre, l'âge, le milieu social, etc. Donc c'est quelque chose qui existe, et non seulement c'est une réalité, mais c'est quelque chose qui est important et il faut qu'on le préserve. Or, naturellement, les communautés humaines ont tendance soit à aller vers l'homogénéisation, parce que le plus on interagit, le plus on devient semblable avec les générations, ou bien la ségrégation. On évacue quelque part la différence qui nous gêne, comme vous l'avez dit tout à l'heure, par se séparant d'elle physiquement, mentalement. Donc la diversité, d'abord, dans le concept culturel, doit être perçue comme un atout, qui a ses enjeux, évidemment. Ça crée des conflits, des fractions dans le quotidien, mais même ces conflits et fractions sont porteurs de richesse, de développement, d'innovation. Et c'est prouvé d'ailleurs par énormément de recherches que vous pouvez trouver sur notre site, dans le cadre de développement économique, mais aussi social et culturel. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société,
sur RBS 91.9. Vous êtes toujours sur RBS 91.9 pour votre émission de Strasbourg et d'ailleurs. C'est maintenant le moment de la pause musicale et je vous propose d'écouter cette splendide rencontre entre Zebda et Tikenja Fakoly. Une rencontre multiculturalisme qui pose une seule question, c'est où veux-tu que j'aille ? Après cette pièce musicale, il me semble important quand on parle d'étrangers de ne pas leur confisquer la parole et de leur donner une vraie place dans nos débats. C'est pourquoi, sans tarder, nous allons donner la parole, et dans l'ordre où vous allez les entendre, à Kai Littmann, Halima Menesser, Angelita Martins, j'espère que je prononce bien son nom, et une voix que vous connaissez déjà, celle de Joseph Correa. Donc je constate que vous êtes un représentant très digne de ce que Rina a tout à l'heure appelé l'interculturalité, parce qu'il y a une dimension culturelle dans toutes vos approches différentes. Pour l'instant, ça a l'air très très beau, très joli, c'est des success stories. Par contre, je peux m'imaginer que ça n'a pas toujours été le son là. Du moins, ça ne l'a pas été pour moi quand je suis arrivé à Strasbourg. Mais on va parler de votre arrivée. Une double question à chacun d'entre vous. Premièrement, qu'est-ce qui a fait que vous avez à un moment donné eu envie de vous engager dans la vie de la cité? Et deuxièmement, là que peut-être le bas blesse, quels ont été les obstacles, quelles ont été les réactions, qu'est-ce qui vous a freiné ou potentiellement freiné dans votre démarche? On commence par là. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de m'engager, en fait, c'est que je pense que moi, de ce que j'ai pu observer, en fait, c'est que j'ai toujours vu mes parents s'engager, en fait, au sein de la communauté. Et du coup, mes parents, ils s'engagent facilement pour donner un coup de main autour de la famille proche et un peu plus loin. Mais c'est vrai qu'ils ont pas cette culture d'être engagés dans le milieu associatif, en fait. Et à travers ça, pareil, j'étais une personne aidante familialement, mais je dirais que j'avais pas cette connaissance du monde associatif ou institutionnel qui me permettait de m'engager, en fait. Et il m'a été l'occasion de pouvoir, en fait, à la fin d'une de mes formations, dans l'association où je milite aujourd'hui, on m'a invité, en fait, à devenir formatrice en animation volontaire. Et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. C'est vraiment, je pense que pour moi, je l'ai assimilé, en fait, l'engagement à travers l'éducation que j'ai pu voir auprès de ma famille. Mais mes connaissances du milieu associatif ou institutionnel ne m'a pas permis, en fait, d'aller au-delà. Jusqu'au jour où une personne me dit « Ah bah tiens, tu viens avec nous ?» Et du coup, c'est ça qui a fait que par la suite, j'ai pu progresser dans mon engagement. Et vous évoquez déjà un obstacle, ça ne nous a pas permis. C'est quoi concrètement les obstacles dans une telle situation? Les obstacles, je dirais que c'est le capital culturel, en fait. C'est que je n'avais pas les connaissances du milieu associatif, du milieu institutionnel, de part, je dirais peut-être que mes parents n'ont pas pu me transmettre. Et du coup, il fallait que peut-être ça vienne d'extérieur, en tout cas de la cellule familiale, pour que je puisse appréhender cet engagement-là en dehors du foyer, en fait, familial. D'accord. Moi, c'était pas une envie, c'était un besoin vital. Parce que, voilà, donc la dame qui représente le Conseil de l'Europe disait par rapport qu'elle n'aime pas le mot se sentir étranger. Et contrairement, moi, je voulais me sentir ce que je suis, étranger. Mais par contre, je ne voulais pas qu'on me dise intégré. Parce qu'intégrer, ça vient de moi vers l'autre, connaître le corps de l'autre. Donc, je pensais créer du lien. Et comment créer du lien? J'ai découvert qu'en France, il y a presque une institution des associations. Et comme vous, j'étais ignorante de tout. Et l'obstacle, c'est l'ignorance de comment démarrer. Et voilà, donc c'est très très difficile. Donc l'année prochaine, ça va faire 10 ans que je mène ces combats presque, je dirais presque tout seul, non, parce que pour créer une association, il faut 7. Donc des amis m'ont aidé à faire ça, mais tous ignorants comme moi dans le milieu associatif.
mais j'ai travaillé quand même 12 années au Casas, et j'ai fait ce que je sais faire, c'est recueillir l'histoire des gens. Je suis passionnée de voir comment les gens se débrouillent dans la vie, parce qu'une fois, j'ai conseillé un livre, parce que j'étais conseillère littéraire pour une maison d'édition au Portugal, et j'ai publié un livre juste à cause d'une phrase qui disait comme ça, quand on est environ, la sage-femme nous accueille. Quand on meurt, le corps vieux nous recueille. Et entre les deux, on se débrouille. Et moi, j'adore savoir comment les gens se débrouillent. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Et quand les gens commencent à me raconter leurs histoires, il y a un livre qui sort. Parce que j'ai dit, c'est une histoire. Et comme ça, j'ai commencé ça. Donc, l'obstacle, c'était administratif. De ne pas savoir comment. Juridique, j'ai oublié beaucoup de livres que les gens n'ont même pas signé le contrat. Et du coup, voilà, je ne me suis pas sortie vraiment financièrement de l'affaire. Mais le conseil que je donne par rapport à l'obstacle, c'est, voilà, on avance un jour, et un jour, je reçois un coup de fil d'une certaine madame Koutaja qui voulait savoir qu'est-ce que je fais. Parce qu'en fait, tout le monde, quand on nous voit, elle nous demande, mais d'où viens-tu? J'ai dit, mince. Et j'ai dit, d'Esplanade. Hein? Et parce que, voilà, je viens de l'Esplanade. Parce que je dis, si je dis mon pays, au Brésil, on va dire, ah, et on va me sortir une carte postale que je ne connais pas. Et j'ai dit, mais le plus intéressant, c'est de demander, qu'est-ce que tu fais? Alors là, il ne faut pas me donner la parole, parce que ça m'arrête de Alors, moi, je suis entré dans la vie associative depuis très très jeune, puisque j'ai eu la chance d'avoir fait le séminaire où très jeune, donc nous étions éduqués justement à avoir des dynamiques associatives. Et l'intérêt, c'est toujours tout simplement ce besoin de servir. Et je pense que c'est très important. On est dans un monde où on aime qu'on nous serve, et quand vient notre tour, justement, on s'éclipse. Et quand je suis arrivé en France, à Clermont-Ferrand, ça avait commencé d'abord par ce biais. Et pour moi, en fait, l'engagement associatif, les gens confondent souvent le poste qu'on peut occuper pour pouvoir faire des activités et le don d'une partie de notre temps qu'on peut faire pour notre communauté ou à notre communauté. Et pour moi, dans un premier temps, c'était d'abord donner du peu que j'avais. Ça peut être sur, si je sais ranger les chaises ou balayer naturellement, ou je ne sais pas couper des oignons pour alléger un peu le travail des femmes. Donc il y a toujours ce besoin d'aide, et une aide est toujours précieuse, elle n'est jamais aussi petite qu'on puisse la penser. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, les années sont passées et j'étais devenu président. Et pour moi, ça a été un réel bonheur, parce que dans le sens où, quand tu as des étudiants étrangers qui arrivent du Sénégal et qui arrivent en France, quelles que soient les informations qu'ils reçoivent de la part des structures françaises qui sont établies dans les pays africains, je nommer en particulier le Campus France, on est désorienté. On est vraiment dans un autre monde. Et c'est toujours bien, quand on arrive dans un endroit que l'on ne connaît pas, d'être accueilli, écouté et aidé. C'est-à-dire, c'est un geste qui est assez banal. C'est comme, un petit exemple, quand vous partez dans un autre pays et que vous ne comprenez pas la langue, dès que vous arrivez, il y a quelqu'un qui parle, ne serait-ce une des langues que vous parlez, vous êtes assez content parce qu'il y a au moins une charge, en fait, un fardeau qui s'enlève en fou. Et quand on voit ces étudiants qu'on a, que ce soit ici à Strasbourg ou dans les autres villes où j'ai été, on regarde, on sent toute la lueur d'espoir, tout le rayonnement, la joie qui se lit dans leur faciès, et on se dit, en fait, là, on vient de rendre quelque chose. Et les obstacles sont majeurs, parce que vous savez, dans le milieu estudiantin, c'est très compliqué parce que les gens, ils sont assez bornés. C'est-à-dire, quand ils viennent, il y en a pour certains, c'est pour que les études. Et pour savoir parfois mobiliser l'ensemble des étudiants compatriotes, c'est très très difficile. Et parfois, on est très incompris dans la démarche que nous effectuons, parce que souvent, les sensibilités ne sont pas les mêmes, les façons de voir les choses, les ressentir, et même de penser les choses et d'agir ne sont pas les mêmes.
il peut avoir aussi également le manque de soutien qu'on peut avoir dans sa propre communauté. Hein. Parfois, on se sent un peu étranger dans la mesure où tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous, mais c'est une action qui peut-être part de nous pour aller à destination des autres. Et malheureusement, quand on fait des activités du genre, on n'a pas le soutien qu'il faut, et parfois la petite aide qui serait la bienvenue, elle n'est pas là. Mais naturellement, on fait avec les difficultés qu'il y a, et je pense que c'est là aussi le challenge, justement, sans obstacle. C'est comme dirait Corneille dans Cid, à vaincre sans péril, c'est un triomphe sans gloire. Et rajouter à cela la cuisine alsacienne. Par contre, Elena, tout à l'heure, elle a aussi parlé du langage, et je trouve que c'est quelque chose de très important, parce qu'on parle d'une situation de relais. Comment je suis arrivé à Strasbourg, le premier chemin, c'était à la police étrangère, à la préfecture. J'ai dû faire la queue pendant des heures et des heures. Quand c'était mon tour, on m'a tout de suite tutoyé. T'as pas tous tes papiers, tu reviens quand t'as ton dossier complet. Et j'avoue, ça m'a pas vraiment donné l'impression d'être le bienvenu, que Strasbourg était content que je sois personnellement arrivé. Vous avez fait des expériences pareilles? Par exemple, le tutoiement systématiquement. Nous, on se tutoie, mais je ne sais pas par manque de respect. Vous avez fait ces expériences? Alors, peut-être que je n'ai pas fait attention en fait, parce que quand je suis arrivée, j'étais une enfant, et du coup, avec mon regard d'enfant, je pense que je n'ai pas dû remarquer ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui a pu arriver. Moi, d'expérience, ce que je peux dire, c'est qu'une de mes sœurs porte le voile, et du coup, elle me raconte jusqu'à aujourd'hui, quand elle arrive quelque part dans une institution, déjà, on va lui parler comme si elle ne comprenait pas le français, on va utiliser vraiment un langage, voilà, quoi. Et du coup, ma sœur, premier réflexe, elle a dit, non mais je vous comprends, vous pouvez parler normalement, quoi. Et là, moi, je lui raconte, je lui dis, tu peux y rajouter, de dire, et en fait, il faut parler normalement à une personne qui ne comprend pas la langue, ou à un enfant, parce que c'est comme ça qu'il acquiert aussi un langage. Tu pourrais même lui rajouter en lui disant, ben voilà, quoi, ne parlez pas d'une personne qui ne comprend pas la langue et en enlevant la moitié des mots dans la phrase. Il faut davantage lui parler normalement pour qu'elle puisse acquérir, je dirais, le langage verbal du pays où elle est, quoi. Et du coup, ben, peut-être moi je ne le ressens pas, mais comme dit, jusqu'à aujourd'hui, ma soeur, elle me dit, le nombre de fois où elle rentre quelque part et on se met à lui parler comme si elle ne comprenait pas, c'est énorme, quoi. My God. Oui, j'ai vécu ça. Et en fait, c'était en Allemagne, on m'a arrêté en Allemagne, on m'a expulsé. Et à l'époque, mon amoureux, mon mari, a fait des tours pour me faire sortir de là, me expédier au Portugal. Et après, il fallait revenir quand même. Et donc, j'étais de nouveau arrêtée à Irun, parce qu'ils ne prennent pas l'avion, tu vas être arrêté à l'aéroport. Et donc, je prends le train de Porto jusqu'à Paris, mais on arrête à Irun, parce que le rail n'est pas le même, il fallait changer de train. Et dans ce train, il y avait un court-circuit, on a voyagé tout le temps sans eau, sans électricité, sans rien, donc catastrophe. Mais il a créé une certaine communauté dans ces trains de Portugais. Hein. Et du coup, arrive à Irun, et papier, et là je panique, j'étais dans une couchette là-haut, dans la couchette il y avait un couple de Portugais, qu'on a échangé nos manger et tout. Là, ça crée la solidarité. Vous voyez, quand on dit la solidarité, je me méfie de ces mots, c'est la survie. Et quand on est en situation de survie, on devient accueillante, hein, et on donne et on reçoit. Et du coup, mon fiancé qui m'attendait à Paris attend de ce train qui ne va pas arriver parce que là, j'ai eu un truc comme ça, j'ai dit non, j'ai le droit de rentrer en France pour me marier avec mon amoureux, et que ce n'était pas un mariage blanc parce que ça faisait déjà 7 ans qu'on est ensemble. Et donc, j'ai dit, mais ma revanche, c'est je ne descends pas de mes pieds. Et je ne descends pas. Et il va sentir qu'il est en train de faire un geste qui n'est pas normal.
Et donc, je suis assise là, il m'écriait, mais je ne comprenais pas, donc je n'étais pas attente aux joli comme me disait. Et donc, j'ai eu cette idée de plier mes jambes et de décider je ne sors pas. Alors, il appelle le français parce qu'il a l'espagnol, et donc, il me prend comme ça, et j'ai eu la fierté de pas sortir de mes pieds, et que c'est lui qui m'a mis. Et puis, j'étais un peu comme ça. Je suis venue avec mes pieds, avec mes droits, et je ne sors plus de Strasbourg maintenant. Je crois que ça va être difficile de logique. Oui, moi j'ai une réponse assez mitigée. Ça dépend en fait. Parce que la question telle que vous la posez, elle est assez innocente, mais parfois ça peut cacher pas mal de choses. Ça dépend. Le tutoiement n'est pas à certains égards quelque chose de mauvais. Ça dépend de la culture d'où nous venons en fait. Il y a des gens qui, le tutoiement le permet justement d'aller très vite. Je vais donner un petit exemple. C'est Mégali, c'est ça. Quand elle m'appelle, elle me dit on va aller très vite. Je vous tutoie. Il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui ont besoin d'être vouvoyés, donc ça dépend de la, comment on appelle ça, de la sensibilité des individus. En revanche, ce que je veux dire, c'est qu'il peut arriver, moi quand je suis arrivé à l'université, j'avais été très accueilli. Là, il y avait un guichet à l'époque, je pense que ça a été supprimé au fil des années, qui s'appelle un guichet pour étrangers. Ça paraît bizarre quand on étudie la chose de la sorte, mais il n'y avait rien de péjoratif à mon sens, parce que tout dépend de la connotation ou du sens qu'on donne souvent au mot, et par rapport au sens aussi également, il y a le ressenti, l'émotion qui va avec. Comme on dit, les mots ne sont pas neutres en réalité. Et il peut arriver quelquefois d'aller à la préfecture et de tomber sur une personne qui est assez désagréable. Parfois, c'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, ou parfois peut-être qu'elle ne vous aime pas du tout, mais parce que aussi parfois elle s'est levée du mauvais pied. C'est des choses qui arrivent. Donc moi j'essaie de relativiser parce que je me dis, enfin, dans tous les cas, je sors avec mon papier. Le reste c'est pas important, quel que soit le mode de traitement. En revanche, enfin, on aurait voulu être, je sais pas, très très royalement, mais il ne faut pas se lever non plus. Il y a des endroits qui ne sont pas faits pour. Puisque vous avez une monsieur ou une dame, même si sur son travail, à force d'être assis pendant des heures, à un moment donné, on pète les plombs. Hein. Peut-être qu'elle a été gentille de midi à 14h, mais à partir de 16h, 18h, ça n'allait plus, quoi. Donc, pour moi, ce sont des choses qui arrivent. Donc, allez chercher votre carte de séjour 14 et 16h quand ils ont bien mangé. C'est une bonne heure. Juste par rapport à ce qu'il dit, en fait, moi je suis pas tout à fait d'accord. En fait, c'est que là il y a un traitement différentiel des individus, et quand il y a un traitement différentiel des individus, on devient dans de la discrimination. Et du coup, je pense que de la part d'une personne qui travaille quelque part, elle ne peut pas se permettre, elle se lève du pied qu'elle veut, mais une fois qu'elle rentre dans sa fonction, dans son travail, elle doit traiter l'ensemble des personnes qui sont là, en face d'elle, d'une manière juste et égale. Limite, moi je me dis, si elle se lève du pied gauche et elle est mal lunée toute la journée, qu'elle traite tout le monde de cette manière-là tout le temps, ce serait plus acceptable de mon point de vue. Oui. Alors qu'aujourd'hui, il y a des études qui quand même montrent qu'il y a un traitement différencié de certaines personnes, et c'est toujours en fait dans une volonté de discriminer certaines personnes. Je peux être d'accord avec toi sur culturellement, mais je pense que quand c'est une personne qui a un travail, la norme, en tout cas en France, qui est quand même de ne pas vouvoyer une personne qu'on ne connaît pas. Oui. Et du coup, si on s'adapte juste à la norme, c'est pas parce que moi je suis plus moins française que d'autres, elle juge que je peux être moins française qu'une autre personne, qu'elle peut se permettre en fait de me parler parce qu'elle pense qu'elle a un statut par rapport à moi hiérarchique mieux, ou qu'elle se sent plus avec un discours descendant envers moi. Avant de conclure, après ce témoignage, il est temps de faire une nouvelle pause musicale en écoutant un hymne à un nouveau monde et à l'accueil de migrants qui viennent d'une galaxie très, très lointaine. Alors, je vous propose d'écouter la chanson Chic Planète de l'affaire Louis Trio. Alors, avant de conclure, je vous propose d'écouter le propos de Aïssata. Aïssata a été captée par Aïcha, et Aïssata a fait partie du public. Et son témoignage est une nouvelle pierre à poser sur le chemin d'un monde où nous aurons tous et toutes notre place. On
je suis avec Aïssata. L'ICOP. D'accord. Et donc, je voulais dire un mot sur le vivre ensemble. Je dis la notion de vivre ensemble, pour moi, dans ce lancement-là, le rôle de l'étranger dans la cité, c'est-à-dire parce que vu que ici, déjà, en France, et moi, dans mon quartier, étant membre du Conseil citoyen, et puis de métier médiatrice, et donc j'ai eu déjà à faire ce rôle-là, aller vers les habitants, pour leur expliquer ce que c'est que le vivre ensemble dans le quartier, à plus forte raison dans la cité. Et donc, pour moi, ce vivre ensemble, ça commence, comme la dame l'a dit, c'est le respect mutuel. À part ça, c'est créer aussi du lien social, c'est-à-dire créer le lien social au niveau relationnel. C'est-à-dire que quand tu es dans un quartier et que vraiment le matin tu te réveilles, tu dis bonjour à tes voisins, ça ne se limite pas à ça. Pour moi, c'est participer aux activités. Je suis pas d'accord avec la jeune fille qui disait que finalement c'est le respect, qu'on n'est pas obligé d'être ami avec ses voisins ou de faire connaissance avec eux. On peut très bien vivre à côté d'eux sans se voir. Moi par exemple, c'est mon cas. Les voisins, je les vois jamais. Donc ça veut dire que je ne vis pas ensemble avec eux. Non, mais si tu as ta manière de vivre, si tu veux de matérialiser ce vivre ensemble avec ton voisin dans le quartier, si tu le salues juste et que c'est une manière pour toi de vivre avec lui, mais pour moi le sens du vivre ensemble qui va dans créer du lien, c'est-à-dire de créer du lien, si tu veux, dans le quartier. C'est un quartier, pour moi d'abord, tous ceux qui vivent, tous les habitants qui sont dans le quartier peuvent essayer de vivre ensemble. Ce vivre ensemble commence par le respect du voisin, de tout ce qui suit, et surtout aussi de créer de l'activité dans ce quartier, cette activité qui permettra au voisin qui est dans son coin, qui n'a personne, parce que dans mon quartier il y a des personnes âgées par exemple qui sont tout seuls, qui n'ont personne avec qui parler, tout. Et donc, en partant vers ces personnes, c'est aussi créer ce lien social, les faire descendre de leur immeuble pour qu'ils viennent participer à l'activité sur place dans le quartier, la fête des voisins, et dont le conseil citoyen, le conseil du quartier. Donc, je fais référence à tout ça parce que c'est des instances auxquelles je participe, je suis à plein en mouvement dedans. Donc, c'est un peu... Donc pour toi, vivre ensemble, c'est faire vivre le quartier, finalement, c'est pareil. Oui, c'est pareil, faire vivre le quartier, créer du lien social, favoriser ce lien en allant vers son voisin, en parlant à son voisin, en étant, c'est-à-dire en amenant de la joie à son voisin, c'est-à-dire, moi, je distribue la joie autour de moi, je dirais comme ça. Dans mon quartier, on me dit « Ah, Aïssata, je distribue la joie autour de moi. » Mais ça, c'est ta nature. Tout le monde n'a pas cette nature-là. Oui, mais justement, moi, j'essaie de reprendre cette joie autour de moi, dans mon quartier, pour que les gens y voient la vie autrement. C'est-à-dire, du début, quand tu te lèves, d'abord, tu te réveilles, pour moi, il faut avoir la joie de vivre, avoir le sourire, ne pas être négatif. Même si les choses ne vont pas bien pour tout le monde ici, au niveau emploi, au niveau point de vue personnel, des personnes qui sont frustrées, d'autres qui sont... Donc pour moi, il faut prendre ça en un sens positif, positiviser autour de ce lien. Quoi. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas obliger tout le monde à sourire, à être de bonne humeur, chacun a son histoire, chacun a son quotidien, son lot du quotidien, chacun a ses... Donc finalement, est-ce qu'on est obligé d'être... oui, on est obligé d'être cordial, avec son voisin, on est obligé d'avoir le minimum, le strict minimum. C'est ce que certains disaient tout à l'heure, mais finalement, c'est un trait de la personnalité de chacun que d'aller vers l'autre. Parce que tout le monde ne va pas vers l'autre, ça ne veut pas dire qu'on n'arrive pas à vivre ensemble. Toi, je te dis le contraire. Non, mais justement, tout ça se rejoint. Je dis juste qu'il faut penser autrement pour pouvoir mieux vivre ensemble. C'est dire mieux apprendre. C'est-à-dire, comment on appelle ça, améliorer le vivre ensemble. Ce que tu dis, c'est bien, ça rejoint ce que je dis, mais moi, je parle d'améliorer ce vivre ensemble, favoriser ce vivre ensemble, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on parle de vivre ensemble à gauche, à droite, on ne voit pas l'intérêt des uns et des autres.
Mais pour moi, c'est de voir le monde, c'est-à-dire que mes voisins, les habitants, être heureux. C'est pas que je suis mal dans ma peau que quand je sors dans la rue, dans mon quartier, au bas de mon immeuble, que je dois mal parler à mon voisin. Donc, moi, je me dis, à partir du moment que je sors de chez moi et que je rencontre des gens, moi, quand je sors de chez moi, que je rencontre des gens, je commence à sourire. Ça me fait du bien. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui ressentent ça, qui ont besoin qu'on les inculque, c'est-à-dire qu'on les donne un coup de pouce, qu'on les booste au niveau ça, parce qu'ils ne voient pas la vie comme ça. D'accord. Donc finalement, pour toi, Issata, tu nous dis que vivre ensemble, c'est transmettre de la bonne humeur. Oui, on peut transmettre de la bonne humeur, avoir ce vivre ensemble, on peut transmettre de la bonne humeur, on peut créer le lien social, on peut être relationnel. Si tu veux, cette notion de vivre ensemble, elle est complexe, elle est grande, ça dépend de comment les gens s'appréhendent ça, ils l'utilisent, comment ils le voient. Pour moi, c'est ça. D'accord, très bien. Écoute, je te remercie d'avoir accepté de parler pour notre petite émission. Alors, il me semble important de vous rappeler un petit point. C'est que cette journée de samedi dernier, c'est-à-dire hier matin, n'a été que l'ouverture des assises sur la place de l'étranger à Strasbourg, que suite à cette journée des ateliers vont démarrer et que nous allons être obligés, nous appelons à tous les citoyens et toutes les citoyennes qui veulent participer à cette dynamique de nous rejoindre. Pour connaître les prochaines dates, vous pouvez vous connecter sur la partie participation citoyenne du site de la ville de Strasbourg. Je vous laisse taper strasbourg.eu sur votre moteur de recherche préféré. Et je vous annonce aussi à partir de maintenant la fin de notre émission d'aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour de Strasbourg et d'ailleurs. Alors n'oubliez pas de liker notre page Facebook et de venir nous rendre visite, de nous dire un petit bonjour aussi dessus. Et tout de suite, nos amis d'Africa Move.